Bonjour tout le monde, je vais commencer par me présenter. Donc Julien Serry, je m'occupe des affaires techniques au pôle habitat de la Fédération française du bâtiment et avec, Ludovic qui va se présenter par la suite et Savio, on est très content de vous présenter un outil, de collecte de données, qui a été mis en place, là, qu'on met en place depuis un peu plus d'un an et on est très content de vous le présenter, à la fois parce que c'est un outil, vous allez voir, qui est très important pour tous les syndicats que vous voyez, dont vous voyez les logos là sur cette première slide, pas que celui que je représente, mais aussi les autres syndicats de la maîtrise d'ouvrage que je salue d'ailleurs s'ils sont présents, et pour la Fédération du bâtiment et pour l'Intec également. Donc on est très content de vous le présenter. Vous allez le voir, hein, Ludovic va rentrer dans le détail et dans le dur de tout ça, mais il est important pour nous parce que c'est un outil qui va potentiellement, s'il marche bien, beaucoup nous servir au niveau syndical. Pourquoi je dis ça? Et puis Ludovic vous montrera par la suite les intérêts aussi qu'il y a pour vous en tant que constructeur de maison, promoteur, bailleur social ou économiste de la construction. Mais pour nous, syndicats, c'est aussi hyper important cet outil, puisque en plus on est en plein dans l'actualité. Vous avez sûrement vu que Robin Rivaton a une mission d'évaluation du seuil 2028 de la RE 2020. Et ben, c'est typiquement pour ce genre de mission qu'on va utiliser ce genre d'outil, nous syndicats. Puisque on est, enfin vous êtes, hein, surtout vous, on va dire, bon, j'aime pas trop le terme, mais enseveli de nouvelles réglementations un petit peu constamment, et se pose très très souvent la question de combien coûtent ces réglementations. Et c'est vrai qu'on a difficilement des bases de données économiques qui nous permettent de chiffrer des réglementations, de chiffrer des nouvelles réglementations, de chiffrer, j'en sais rien moi, des chartes promoteurs ou des PLU révisés. Et bien cet outil, pour nous syndicats en tout cas, il est important pour ça. Mais pour ça, on a besoin, et Ludovic va vous le présenter, on a besoin de vous là qui êtes autour de l'écran. Donc on va essayer de vous détailler un peu comment marche l'outil, et surtout insister essayer en tout cas de vous rassurer sur le caractère sensible et confidentiel de toutes ces données, parce que là on va parler de données économiques de vos projets, hein, pour rentrer dans le concret. Et les données économiques de vos projets, on sait que c'est quelque chose de très très sensible. Donc c'est pour ça que nous, je vous donnais aussi de l'exploitation qu'on vise au niveau syndical, mais vous allez voir que pour vous, pour votre pilotage interne aussi, ça peut être vachement intéressant. Donc voilà pour ce petit mot de présentation, d'introduction. Je pense que Ludovic, tu vas remettre un petit peu aussi dans le contexte l'outil. Et puis ensuite, on va vous présenter comment utiliser cet outil, comment le remplir, comment le fournir en données pour deux types de bâtiments particuliers, la maison individuelle et le logement collectif. Je ne sais plus par lequel tu commences, Ludovic, mais en tout cas, c'est sur ces deux types de bâtiments-là qui ont des approches à la fois dans la typologie de maître d'ouvrage et dans la typologie d'approche qui sont différents. Et on va essayer, là, on va vous prendre un petit 45 minutes pour vous expliquer tout ça. Donc, encore une fois, merci de vous être connectés. Comme d'habitude, il faut couper les micros. Et comme d'habitude, n'hésitez surtout pas à poser vos questions sur la partie conversation. Là, je pense que maintenant, tout le monde est habitué à ça. Donc, bien merci. Et puis, Ludovic et aussi Savio, que je salue, je vous cède la parole. Merci Julien. Bonjour à toutes et tous, merci de votre participation. Et il y a du monde, c'est la preuve probablement que l'outil éveille la curiosité, et il y a de quoi. Alors, Data Collect est un outil développé par Intech Service. Intech Service qui est une émanation du syndicat des économistes de la construction, l'Intech. Intech Service étant la cheville ouvrière de l'association IRIEC, qui regroupe un ensemble de syndicats comme FFB, Pôle Habitat, FPI, même le CSTB a adhéré, et bien entendu Intech et Intech Service. L'objectif de l'IRIEC, c'est de produire des études et statistiques de coûts de la construction dans le secteur du BTP. C'est une question clé pour nous, comme l'a dit Julien, parce que ça nous permet ensuite de porter nos messages avec des argumentations objectives.
Alors, pour produire des études et des statistiques, il faut de la donnée. Donc, pour collecter de la donnée, nous avons inventé Data Collect. Data Collect étant une application en mode SaaS qui permet à tous les adhérents de l'application, c'est-à-dire tous les utilisateurs qui ont fait une demande de profil, d'apporter des informations à la fois pour eux, pour eux-mêmes et pour les autres. Et cette application permet de produire en temps réel, de manière immédiate, des statistiques de coûts au fur et à mesure que les utilisateurs renseignent l'application. Je vais vous présenter de quelle manière on procède pour renseigner les coûts constatés d'une opération sur laquelle on a été ou bien maître d'ouvrage, ou bien, pourquoi pas, maître d'œuvre, ou encore euh, maître d'ouvrage par délégation, promoteur, constructeur. Voilà. Donc, comment saisir les données? D'abord, on se connecte à une adresse web. C'est ce qui est en train de faire Savio pour moi. Enfin, c'est en train d'essayer de vous montrer. Mais peut-être qu'il faudrait que je prenne la main là finalement C'est et ça. que je le fasse de mon côté, si vous en êtes d'accord. Oui, Un petit instant. Là, pendant que tu te connectes justement et que tu prends la main, en fait, tout le monde peut créer un compte. Enfin, c'est même l'intérêt, c'est que tout le monde crée un compte pour avoir Mhm. son propre portefeuille d'opérations et pouvoir utiliser l'outil. Non, c'est pas ça. Je vais y arriver. Voilà. Donc, vous êtes sur votre machine. Là, vous voyez le desktop de mon Là, on voit ton ordinateur. fond d'écran uniquement, Ludovic. Exactement. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai créé un raccourci sur mon fond d'écran. Je clique Data Collect et automatiquement, vous voyez en haut s'afficher l'adresse web de l'application et j'arrive directement, alors, parce que ce n'est pas la première fois que je me connecte, mais j'arrive directement donc sur mon profil utilisateur après avoir inscrit mon ID et mon password. Et à partir de cette page d'accueil, j'ai accès à plusieurs fonctionnalités, comme bien sûr le paramétrage de mon profil, ou bien ici sur le bandeau de gauche, en cliquant Nouveau projet, j'ai la possibilité de saisir euh, une fiche d'opération en cours de travaux ou réceptionnée. Dans le projet existant, vous voyez, il est marqué 225, j'ai la possibilité de consulter toutes les fiches produites par l'ensemble de la communauté qui utilise Data Collect. Je vais y revenir un peu plus tard. Et soit pour mes besoins au quotidien ou pour les besoins de la saisie d'une opération, je peux accéder à toute une série de documentation sur laquelle je reviendrai également. Alors, à partir du tableau de bord, je peux effectivement créer. Alors, j'ai également en partie basse immédiatement accès à la liste de toutes les opérations dont j'ai créé une fiche signalétique. Et par exemple, ici, je vous propose d'aller voir directement une opération de construction de maisons individuelles. Si vous cliquez Nouveau projet, vous arrivez sur cette première page qui est à l'écran actuellement, avec en haut des boutons qui vous permettent de voir à quelle étape vous vous trouvez. Donc, la saisie se fait en 4 étapes. Première étape, euh, ça consiste à renseigner des informations qui vont contextualiser l'opération dont vous allez rentrer les coûts constatés, plus quelques caractéristiques. Donc, vous lui donnez un nom à cette fiche opération. Vous contextualisez dans le temps en précisant une date de valeur que vous voyez ici. Ensuite, vous précisez si le mode de dévolution des travaux s'est fait en lot séparé, entreprise générale, macro-lot, etc., enfin les différents montages possibles. Vous précisez s'il y a eu ou pas un label. Vous pouvez donner une information sur la source des données de coûts qui sont renseignées. Vous donnez vos coordonnées, vous rentrez ici votre nom d'auteur de la saisie, sachant que c'est facultatif. Vous pouvez également, en termes contextuels,
préciser si le moment où l'attribution des travaux, c'est-à-dire l'engagement sur les travaux, s'est fait effectuer dans une période standard, plutôt favorable en termes de prix ou plutôt défavorable. Typiquement, l'année dernière, et il y a 2 ans encore, nous nous trouvions dans un contexte très défavorable en termes de prix d'achat de la construction. Réglementation thermique, ici vous pouvez sélectionner parmi une liste de différentes réglementations appliquées à l'opération, celle qui correspond au permis de construire. Et bien sûr, vous pouvez saisir des données de coûts constatés d'une opération de construction neuve, aussi bien que des opérations de rénovation. Important aujourd'hui. Quand vous avez renseigné la première étape, en deuxième étape, vous allez localiser l'opération en donnant son adresse. Et vous pourrez également ici apporter toute précision utile sur les caractéristiques particulières de l'opération. Par exemple, une opération qui s'effectue en plusieurs tranches, ou bien le coût des travaux ne comprend pas les VRD qui ont été réalisés antérieurement dans le cadre d'un lotissement, par exemple, etc., etc. Vous pouvez apporter toute précision utile qui permettra d'apporter une vision critique, de nuancer les valeurs qui sont présentées dans la fiche, les valeurs de coût. Les étapes 1 et 2 vont très vite, de même que l'étape 3 qui arrive immédiatement après, puisque, alors, il s'agira ici de caractériser et dimensionner l'ouvrage, c'est-à-dire quel est le type d'ouvrage que vous construisez. Ici, j'ai ouvert une fiche portant sur des logements individuels, mais ça pourrait être, vous voyez ici, du logement collectif, des foyers, ou bien des bâtiments d'enseignement, des bâtiments industriels, agricoles ou commerciaux, des bâtiments du secteur tertiaire, culturel ou socio-culturel, médical, hospitalier. Voilà, enfin, on a toute une série de catégories de bâtiments. Intec a défini une liste, une nomenclature de caractérisation des bâtiments en fonction de leur destination d'usage. Donc, il convient ici d'identifier à quelle catégorie et sous-catégorie appartient votre bâtiment. En logement individuel, par exemple, vous pouvez choisir entre 2 sous-catégories, des pavillons isolés, le lotissement pavillonnaire, de manière typiquement, ou bien des pavillons contigus, c'est-à-dire les constructions de maisons de ville un petit peu à l'anglaise, comme on fait beaucoup dans le nord de la France. Ensuite, vous dimensionnez l'ouvrage avec des données de surface, mais aussi de niveau. Vous renseignez le nombre de stationnements, vous précisez également s'ils sont en sous-sol ou pas. Pour du pavillonnaire également, hein, si vous avez un garage de pavillon qui est en sous-sol, ben, vous marquerez 1 ou 2 places de stationnement en sous-sol. Vous préciserez si la toiture est plate ou à pans. Et puis, vous pouvez avoir un mix. Quand vous avez un mix, vous rentrez un pourcentage correspondant à la répartition entre les deux. Alors, quand vous avez fait ceci, les 3 premières étapes sont très rapides. Vraiment, ça se fait en 5 minutes. Et une fois que vous avez fait cela, vous devrez rentrer les lots. Alors, pour rentrer les lots, là. Ensuite, vous allez devoir saisir les coûts qui sont constatés à partir des contrats de travaux, ou des contrats de travaux passés, qui comprennent généralement ce qu'on appelle une DPGF, une décomposition du prix global forfaitaire, c'est-à-dire qui décompose les travaux en différents postes et par catégorie, avec en règle générale un allotissement. Et donc, pour chaque source de données de coût, vous allez devoir affecter les sommes dont vous avez le détail dans la DPGF, dans la grille que vous voyez là, qui correspond à la décomposition des coûts conforme à la nomenclature Intec, qui est le standard imposé par l'application, de manière à ce que nous soyons certains
de pouvoir comparer une opération avec une autre quand on regarde le découpage du coût total. Donc, ne vous inquiétez pas parce que remplir cette grille, même si vous ne la connaissez pas, vous pouvez aller dans la documentation, ici à gauche, ouvrir, télécharger la méthode Intech et vous aurez accès à un guide complet et détaillé qui vous présente le fonctionnement de la nomenclature, la manière dont les coûts sont découpés, sont décomposés. Vous voyez, vous l'avez ici, avec toute son explication. Par exemple, voilà, avec des schémas. Je le partage ou pas? Vous le voyez? Oui, oui, c'est bon ça. Voilà. Avec, par exemple, des schémas ici explicatifs pour que l'on comprenne bien de quel périmètre de prestation nous parlons, où ça commence, où ça finit, avec donc une définition détaillée et des unités d'œuvre précisées. C'est là où je me permets de te couper, Ludovic, et puis il y a une Bien question sûr. intéressante dans le chat aussi. C'est qu'effectivement, pour ceux qui sont constructeurs de maisons, là, c'est peut-être pas le découpage qu'on a classiquement, nous, dans tout ce qui est notice descriptive ou autre manière de chiffrer. Comme l'a dit Ludovic, c'est la méthode Intech. Donc en fait, c'est la méthode des économistes pour chiffrer les projets. Ça nécessitera peut-être un tout petit peu de retraitement par rapport à vos grilles de prix habituelles, on va dire, mais ça nous permet, comme le disait Ludovic, nous d'avoir quelque chose de constant, on va dire, pour pouvoir comparer et surtout éviter les effets de bord des projets. Il y a une question C'est dans le ça. chat, là, comme je te disais, Oui. c'est vrai que c'est sur Oui. la surface utile versus la chab, alors nous en maison, c'est vrai qu'on parle beaucoup de chab, Mhm. ou de surface de plancher, à la limite. Oui. On ramène tout à quoi, là, à quel type de surface de référence? Oui, je vais répondre. Je reviens à l'endroit, à l'interface où nous renseignons les surfaces. C'est la troisième étape. Dans cette troisième étape, ici, la surface de plancher, c'est la surface entre cloisons, c'est donc la chab, la surface de référence en logement. Pardon. En logement, surface utile, ouais, c'est chab. Ok, très bien. Voilà. Et vous avez également une information à renseigner qui correspond à la surface d'emprise au sol, qui, elle, correspond à la surface brute du bâtiment, c'est-à-dire extérieure des murs de façade. Ouais, ça, on les a dans les permis. Voilà. Vous pouvez bien entendu vous trouver dans une situation où une partie, un bâtiment existant fait l'objet d'une rénovation et un bâtiment complémentaire ou une aile complémentaire est construit à neuf. Et donc, vous avez à la fois des surfaces de réhabilitation et des surfaces neuves. C'est la raison pour laquelle vous avez ici, ma souris est visible à l'écran? Oui, Voilà. C'est la raison pour laquelle vous avez ces deux lignes ici, hein. Surface de plancher en réhabilitation et surface de plancher en neuf. ça veut dire que quand tu fais un projet d'extension ou de surélévation, tu pars dans la case maison neuve, pas dans la case maison rénovée. Prenons un exemple. J'ai un bâtiment de 1000 m² que je restructure, que je rénove, et je lui adjoins une extension de 500 m². Eh bien, j'aurai 1000 m² en réhab et 500 m² en SDP neuf. Et automatiquement, à droite, je vais avoir ma surface de plancher qui va cumuler les deux. La surface utile correspond bien à la surface des pièces à vivre, hein. C'est déduction faite des circulations et dégagements. Voilà, j'espère avoir répondu à la question. Donc, je retourne ici. Hop, voilà, c'est là. Donc, là, nous sommes sur une opération de logement collectif qui a déjà été renseignée, mais nous allons imaginer que nous voulons faire une nouvelle, que nous sommes dans le cas de figure d'une saisie initiale. Et dans le cadre d'une saisie initiale, à la quatrième étape, vous vous trouvez devant une interface comme celle-ci, où vous allez pouvoir, pour chaque lot de travaux ou chaque marché de travaux, voire chaque avenant de travaux, vous décomposez cela comme vous voulez, peu importe. À chaque fois que vous avez un document qui décrit des coûts de travaux, vous le saisissez, vous lui donnez un intitulé,
Et les montants de travaux que vous avez sur votre document, vous les ventilez au bon endroit de la nomenclature qui se déroule ainsi. Depuis l'infrastructure jusqu'à la superstructure, les équipements. Et alors, je peux l'expliquer très rapidement, hein. En infrastructure, vous aurez les excavations pour pouvoir construire les parties enterrées. Vous aurez vos fondations, toutes les élévations des volumes de transition jusqu'au plancher à niveau du terrain naturel. Et ensuite, en superstructure, vous aurez toutes les élévations du bâtiment jusqu'à son dernier étage et à ses combles, puis la toiture que vous voyez ici. Et ici, vous avez le traitement des parois extérieures, selon que vous avez un bardage, un enduit, une isolation ou pas par l'extérieur, des saillies, des corniches, des balcons. Tout se renseigne ici en A23. Vous voyez. Ensuite, quand vous avez ventilé les montants de travaux que vous avez sous les yeux, euh, s'il y en a qui correspondent à l'infrastructure, à la superstructure, vous rentrez vos montants. S'il n'y en a pas, vous ne rentrez rien, vous continuez. Ensuite, vous avez les équipements structuraux qui correspondent au sol, au plafond, aux cloisons pour l'essentiel. Puis vos équipements organiques qui correspondent à l'électricité, au CVC, à la plomberie, aux ascenseurs, aux monte-charge, aux montes PMR, plus le cas particulier des conduits Egen qui vont distribuer des réseaux comme réseau incendie, des enfumages, électricité dans les colonnes d'immeubles, par exemple. Et en parachèvement, vous allez renseigner tous les montants de travaux réalisés au titre des finitions. Donc, vous allez avoir les peintures, les tentures, les portes de placard incorporées dans les appartements, la faïence, ce genre de choses. Donc là, je prends encore une fois le cas de la maison individuelle, hein, parce que c'est de celui-là qu'on parle. Oui. S'il y a des cases, là, il y a beaucoup de cases qui vont pas pouvoir être remplies parce qu'elles sont pas pertinentes. Il y a aussi des cases, je pense notamment, nous, en maison, à tout ce qui est pourtour, on va dire, tout ce qui est VRD autour. Si c'est pas rempli, c'est pas grave. L'outil se réadapte et recalcule Alors, mais automatiquement. c'est pas terminé. C'est-à-dire, jusque-là, tout ce que j'ai décrit jusqu'à présent, c'est le chapitre A. A, c'est la maison. Mais la maison que peut-être vous vendez sur catalogue, selon que vous l'implantez en limite en limite de parcelle, au fond d'une parcelle, sur un terrain plat ou sur un terrain pentu, eh bien, il y aura des suggestions d'adaptation de la maison à la situation rencontrée. C'est-à-dire qu'il y aura peut-être une plateforme à préparer pour pouvoir édifier la maison, parce que le terrain est en pente, donc on fait une plateforme. À ce moment-là, ça ira en chapitre B1. Vous aurez peut-être des réseaux pour amener à réaliser sur le terrain pour relier la maison au point de livraison en limite de parcelle. Donc là aussi, vous le mettrez en B. Vous aurez peut-être une voie d'accès au garage que vous voulez goudronner ou traiter d'une manière ou d'une autre. Ça ira également en B. Si vous faites des plantations, des murets, des petits escaliers, des cheminements piétons, de la Ok. même manière, vous les chiffrerez en B. Et enfin, le chapitre C qui est assez peu, enfin qui ne devrait pas intéresser les constructeurs de pavillons, de maisons individuelles, mais qui peut intéresser peut-être les bailleurs sociaux, c'est lorsqu'on a un équipement spécial installé dans le bâtiment qu'on n'installerait pas en situation normale. Un surpresseur, par exemple, pour avoir suffisamment de pression d'eau au dernier étage d'un immeuble. Tu as une question, tant qu'on est sur cette partie-là, Oui. sur le découpage. Mhm. Alors Vincent, moi je connais pas ce format, mais il dit le découpage il correspond à quoi? Il dit a priori ce n'est pas uniformat 2, je ne sais pas ce que c'est uniformat Non, ce 2. n'est pas uniforme à deux. Euh, c'est un modèle de décomposition qui a maintenant 50 ans, qui est compatible avec la norme internationale ICMS 2. Notez, pour ceux qui ne connaissent pas, vous rechercherez sur Internet, euh, et qui suit la logique suivante, qui consiste à dire que un bâtiment est composé de plusieurs ensembles qui chacun remplissent une fonction.
un petit peu comme le corps humain, qui est composé de jambes, de bras, d'une tête, qui remplissent chacun une fonction. Et si on prend le bras, eh bien, on va retrouver des sous-fonctions ou des sous-parties avec la main, l'avant-bras, le coude, l'arrière-bras, l'épaule, etc. De la même manière, dans un bâtiment, vous avez l'infrastructure qui a pour fonction qui correspond à la partie sous terre, la superstructure qui est en élévation. En infrastructure, vous avez les fondations qui ont pour objet, qui ont pour fonction d'assurer l'ancrage du bâtiment sur le terrain. Vous avez en élévation les murs porteurs, enfin les porteurs, que ce soit des murs, des poteaux, des portiques, quoi que ce soit, qui ont pour fonction d'assurer la stabilité du bâtiment, qui tiennent par lui-même debout. La toiture, avec son élément structurel et la couverture qui est portée par la structure, qui est une charpente ou une dalle, qui a pour fonction de mettre le bâtiment hors d'eau. Les fenêtres et les portes en façade ont pour fonction de mettre le bâtiment hors d'air et puis de donner la vue vers l'extérieur et puis de permettre de circuler entre l'intérieur et l'extérieur. Et on peut suivre cette logique jusqu'au bout avec les équipements structuraux comme les cloisons qui ont pour fonction de partitionner le volume intérieur, les installations électriques qui ont pour fonction d'irriguer le bâtiment pour alimenter tous les équipements terminaux, que ce soit des éclairages, des systèmes de chauffage, de ventilation, de translation, des prises électriques pour des équipements qui ont besoin d'énergie, et ainsi de suite. Donc c'est le raisonnement qui préside à la décomposition telle que l'a définie l'INTEC. Et donc, vous avez au chapitre A le bâtiment qui se donc compose en A1 infrastructure, A2 superstructure avec les porteurs, les façades et la couverture. Ensuite, vous avez en A3 les équipements qui vont se décomposer en A31 avec les équipements structuraux, A32 avec les équipements organiques que je vous ai dit, donc électricité, CVC, plomberie, et A3 le parachèvement. A33, pardon. 31, 32, 33. 1, A2, A3, 1 infrastructure, A2 superstructure, A3 équipement, structuraux 31, organique 32, parachèvement 33. Et toutes les dépenses qui sont entre le bâtiment ex nihilo et son environnement vont au chapitre B. Le chapitre C regroupe les moutons à 5 pattes. Je ne m'étends pas beaucoup dessus parce qu'il est assez rare qu'on ait à renseigner cette partie-là. Quand on a fini la saisie, eh bien, à ce moment-là, on peut consulter la fiche. Donc, nous venons de faire une saisie d'un ensemble de logements collectifs et voilà comment on voit la fiche. Alors, ici, je suis l'auteur de la fiche et je la consulte depuis mon profil. Donc, qu'est-ce que je vois? Je vois l'intégralité des informations et notamment l'adresse exacte et l'intitulé de l'opération. Maintenant, notez qu'il s'agit de la fiche 204. Si maintenant je vais si je vais consulter une fiche dont je ne suis pas l'auteur, donc je vais prendre autre chose que ce bâtiment. Je vais prendre ici un bâtiment à usage d'habitation en rénovation en Île-de-France. Donc cette fiche d'opération, ce n'est absolument pas moi qui l'ai renseignée. Et donc ici, vous voyez, le nom de l'opération n'apparaît plus. Et dans l'adresse, je ne sais rien de plus que le département et la région dans laquelle se trouve l'opération. En ce sens, on peut dire que les données sont anonymisées pour les tiers utilisateurs de la plateforme. Ça, c'est intéressant d'avoir la possibilité de consulter un petit peu, mais tout ce qui est données sensibles, on va dire, euh, l'externe ne les aura pas, n'aura pas vos données. Voilà, c'est ça. Tout Julien, à nous fait. avons une question. Il y a une Oui, question en conversation. Alors, je me permets, Ludovic, est-ce que tu as, oui. parce que là, je pense qu'on finit peut-être la partie maison individuelle, tu as parlé de le prix qu'il fallait rentrer entre le prix de revient, le prix réel, comment il fallait rentrer. Non, je n'en ai pas parlé. D'accord. La- D'abord, ces prix, enfin, ce ne sont pas des prix, hein, ce sont des coûts constatés. Enfin, ce Ouais. sont les prix du marché constatés. Mais je préfère raisonner en termes de coûts.
ces coûts-là, déjà, sont rentrés hors taxe. Premier point. Ensuite, ils sont rentrés en prix d'achat. Mais si je suis bailleur social, par exemple, et que j'ai commandé la construction d'un bâtiment, mon prix d'achat est mon prix de revient. Si je suis constructeur de maisons individuelles, mon prix de revient est privé, strictement privé, et ce qui compte pour la production de statistiques, ce n'est pas le prix de revient du constructeur, mais c'est bien le prix de vente Voilà. qui est le prix de revient, correspond au prix de revient du client final. Ce qui veut dire qu'au moment de votre saisie, vous, constructeur, si vous avez fait appel à des entreprises tierces, ou si vous avez, enfin, les prix que vous avez sont vos propres prix de revient, ou bien votre prix d'achat au prix d'une entreprise tierce sur laquelle vous allez appliquer un coefficient de marge à la revente. Et c'est bien le prix à la revente qu'il est important de saisir dans la fiche, parce que c'est c'est celui-là, le coût que l'on veut connaître pour nos statistiques, pour le client Exactement, c'est final. celui-là qui nous intéresse. Donc, il va certainement falloir que vous appliquiez une règle de 3 pour essayer de rajouter votre coefficient de marge sur tous vos prix de revient avant de rentrer la valeur dans l'application. Je prends un exemple, je retourne ici sur, par exemple, les enduits. Nous sommes toujours sur les maisons individuelles, je prends ici toujours. Et là, sur les enduits, par exemple, je ne sais pas pourquoi ils sont en infrastructure. Voilà, on a sur le système porteur, on a 162 794, non, 1 627 Ça doit être 000, une belle pardon. maison. Non, mais il y a 32 maisons. Il y a 32 maisons. Mais même, Non, mais c'est pour le faudrait principe. encore qu'on vérifie le coût. Mais bon, admettons que 1 627 000 pour mes 32 maisons soit mon coût de revient pour les enduits. Pour mettre le prix de vente de mes enduits, je vais simplement faire le rapport entre le coût total, le prix de vente total de mes 32 maisons, divisé par le coût de revient total de mes maisons. Ça va me donner un coefficient multiplicateur, c'est mon coefficient de marge brut. Et ce coefficient de marge, je vais l'utiliser pour multiplier la valeur 1 627 941 € et avoir le prix de vente client final de mon enduit. Ok. Ah, mais ça, c'est important. C'est vrai que c'est pas pareil. C'est pas une gymnastique côté constructeur qu'on est habitué à faire. Encore une fois, là, on est à des fins statistiques, à la fois pour vous comme pour nous. Donc, c'était important d'en parler. Effectivement, il y a deux questions. On revient sur le découpage. La question de Vincent là, qui complétait sa question, c'est est-ce que c'est compatible avec un découpage BIM? Bon, j'imagine que ça dépend peut-être des logiciels ou des outils que vous utilisez. Je ne sais pas, Ludovic. Alors, la question sur le découpage BIM, c'est que la nomenclature d'adressage des objets dans la maquette, aujourd'hui, n'est pas normalisée. Les éditeurs logiciels les plus influents ont défini leur propre découpage, mais il n'y a pas de standard d'interopérabilité pour nommer, pour découper, c'est-à-dire sectionner en tranches le bâtiment et nommer ces différentes tranches qui composent le sandwich bâtiment. Et donc, sur ce terrain-là, il y a un travail à faire. Et si vous voulez connaître la position de l'Intex, c'est que nous sommes convaincus que le mode de décomposition des coûts de l'Intec est tout à fait adapté au principe de la maquette. En tout cas, de toute façon, ce n'est pas non plus la vocation de l'outil. Ce n'est pas la vocation de Data Collect, mais la puis nomenclature. Voilà. La nomenclature peut être utilisée par celui qui le souhaite au moment où il crée sa maquette. Patrice, bonjour Patrice, qui nous dit est-ce que l'outil est adapté? Est-ce que les régions d'outre-mer sont couvertes? Moi, j'ai vu la RTA DOM dans le menu déroulant, donc j'imagine que oui, Ludovic. Oui. Alors, il faut vérifier avec Savio s'il a bien rajouté dans les régions sélectionnées quand on crée un nouveau projet, si les régions DOM et TOM, si les départements et territoires outre-mer sont prévus.
Oui, c'est prévu. Voilà. Donc, la réponse est oui. Très bien. Eh bien, merci. On a épuisé les questions pour l'instant. Donc, pour la Il y a maison eu, individuelle, encore une fois, hein, posez vos questions, même vos remarques, Alors, hein, n'hésitez pas. Hein. alors, sur la présentation, ce qui est intéressant, c'est que sur une fiche, quand vous avez terminé la saisie, vous disposez d'une fiche que vous pouvez éditer. Vous avez la possibilité de la télécharger en PDF. Et donc, ce que je fais à l'instant. Et donc, voilà, vous avez un document que vous pouvez ensuite imprimer ou diffuser à des tiers, en interne ou en externe, qui reprend les 4 chapitres, les informations du projet qui le contextualisent, ensuite sa localisation géographique, la composition de la construction, c'est-à-dire sa catégorie et sa sous-catégorie dans la liste des typologies de bâtiments de l'INTEC. Ensuite, les données dimensionnantes que vous avez ici. Et enfin, les données de coût avec, vous voyez, la présentation avec on va dire, on voit la traçabilité de la construction du coût total, puisqu'on voit par exemple qu'ici, il y a 12 lots qui ont été renseignés, et chacun des lots a fait l'objet d'une ventilation dans la nomenclature que vous avez là, pour donner le coût total avec vos ratios SDP-SU. Ces fiches-là, vous pouvez les partager en interne non anonymisées et en externe, elles sont partagées avec en externe de votre agence, de votre entité, elles sont partagées avec toute la communauté Data Collect donc en ligne via le registre des fiches qui se trouvent ici. Voilà, donc 225 projets saisis. Aujourd'hui, 190 projets sur les 225 sont finalisés, c'est-à-dire que la différence correspond aux opérations qui font l'objet d'une saisie qui est en cours, mais qui n'est pas terminée par l'opérateur. C'est 35. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que Data Collect est un outil qui collecte les informations sur les coûts que vous constatez au quotidien, mais qui produit des statistiques pour vous comme pour les autres. Quand vous cliquez sur le bouton statistique, vous arrivez sur un tableau de bord de ce type où qui vous affiche les statistiques à gauche en bleu au niveau national, en rouge ici au milieu au niveau régional et à droite en vert au sein de votre entité. Si vous êtes constructeur, eh bien, vous allez, au fil de vos saisies, produire les valeurs moyennes de vos prix de vente de construction. Si vous êtes bailleur social, vous allez produire les ratios de coûts de construction ou de rénovation de vos bâtiments. Et ici, les ratios s'affichent tout type de construction confondue, toute région confondue, tout type de bâtiment. Mais vous avez ici en haut ces 4 champs-là qui vous permettent de filtrer les statistiques. Par exemple, si on veut regarder les bâtiments neufs en région Île-de-France, pour des bâtiments de type à usage d'habitation, de type logement collectif, eh bien voilà les statistiques. Alors, il s'agit ici de mon profil. Je suis basé en Méditerranée. Je n'ai pas accompagné d'opérations de construction de logements collectifs, donc je n'ai pas de statistiques personnelles. Mais j'ai bien des statistiques ici au niveau régional de France qui me sont proposées et j'ai la statistique nationale. On peut aussi aller voir en rénovation en Île-de-France, par exemple. On peut aller voir dans une autre région, comme par exemple Nord-Picardie. Alors en Ludovic, Nord-Picardie, on n'a rien. Ludovic, Oui. en fait, toi, ton profil, comme tu l'as expliqué, tu viens de Méditerranée. Mais néanmoins, tu as accès aux données qui n'émanent pas de ta région. C'est vraiment l'intérêt de Data Collect. Ben, bien C'est-à-dire sûr. que voilà, non, mais parce que, en fait, quand tu as expliqué, on pouvait comprendre, en fait, que à partir du moment où tu renseignais, tu appartenais à une région, tu n'avais pas forcément accès. Et c'est vraiment l'intérêt de Data Collect, justement, de pouvoir trouver des éléments qu'on n'a pas forcément. Regarde, Que, par exemple, non, mais c'était un point, je sais comment ça fonctionne, mais c'était juste pour une meilleure compréhension. C'était pas clair, en fait. C'est pour ça que je me suis permise de te D'accord. couper.
En fait, je peux benchmarker mes statistiques de coûts à moi, de mon entité. Je peux les benchmarker avec avec la moyenne des coûts dans la région où j'évolue, au niveau national, mais je peux aussi les benchmarker. Je peux aussi aller voir ce qui se passe dans une région voisine où je projette de m'étendre, de me développer. Je suis constructeur de maisons individuelles et je prévois d'aller construire, je ne sais pas, moi je suis en région dans le Midi, dans le sud-ouest de la France, et puis je projette une opération en région PACA. Je peux tout simplement aller regarder les statistiques en région PACA. Ça va me donner les prix moyens de vente de la maison individuelle en région PACA. En région, j'ai dit PACA, oui, c'est ça. Et je peux faire la même chose en région Aura, c'est-à-dire Auvergne-Rhône-Alpes ou dans les Hauts-de-France, et ainsi de suite. Bon, là aussi, chacun trouvera l'intérêt qu'il veut, notamment sur ces aspects-là, l'intérêt qu'il veut à l'outil. Petite question dans le chat, là encore, Ludovic, sur pourquoi on prend plutôt prix de vente et pas plutôt coût de construction. Encore une fois, hein, c'est Alors, à des fins c'est-à-dire, d'exploitation aussi. si vous êtes constructeur et que vous rentrez vos prix de revient, vous allez abonder aux statistiques nationales et régionales avec un prix de revient, pas un prix de vente. Je ne suis pas sûr que ce soit ce qui nous intéresse en vérité, parce que Oui, c'est ça. le coût d'une maison individuelle, pour l'occupant, c'est le montant qu'il achète la maison. Et en ayant additionné toutes les marges des intermédiaires qu'il y a en amont. Je suis constructeur, je fais appel à une entreprise en sous-traitance, je vais rajouter une marge. Si je fais appel à une entreprise générale pour construire un lotissement de pavillonnaire et que je vais commercialiser, cette entreprise générale va faire appel à des sous-traitants, elle va appliquer une commission. Mais ce qui est intéressant pour produire des statistiques de coût en euros du mètre carré, en euros par pièce à vivre ou par pavillon au niveau national, c'est de connaître le prix de vente, c'est-à-dire le prix final. Ça ne vous empêche pas, vous, évidemment, d'utiliser l'application pour produire des statistiques en coût de revient, mais en faisant cela, vous allez distorsionner à la baisse le prix de revient pour le client final dans nos statistiques. Bon, nous, on saura retraiter de toute façon. Le temps file assez vite. Tu voulais montrer un exemple pour le logement collectif parce que les Oui, modes de saisie sont pas tout à fait les mêmes, on va dire. c'est exact. Donc, alors moi, j'en ai pas sur mon profil. Je ne peux pas accéder aux modifications, mais je vais faire un nouveau projet, n'importe quoi. Je vais l'appeler démo. Voilà, je vais dire qu'il est de mars 2025. Normalement, il devrait me donner l'indice BT. Je me tourne vers mars, c'est normal, c'est parce qu'on ne l'a pas encore. Je mets mars 2020. Voilà, il me donne l'indice. Donc, travaux par lot séparé. Allez, on dit que c'est du BBC. C'est moi qui le crée. Je suis en condition neutre. Réglementation thermique 2020, on va dire que c'est encore RT 2012. On est ambitieux, moins 30%. Type de construction neuve. Je continue. Et c'est bon. Là, je mets adresse au hasard. C'est en Corse. Voilà. Le chantier est accessible dans des conditions normales. C'est en région Méditerranée. Je continue. Et ici, je vais sélectionner catégorie de bâtiment logement collectif. En sous-catégorie, je peux prédimensionner en bande au-delà de R+4, des ponctuels R+4, je ne sais pas, je prends en bande jusqu'à R+4. Voilà. J'ai un terrain, je vous dis au hasard, de 5000 mètres. J'ai un bâtiment qui prend 1000 mètres au sol, qui fait 2900 mètres de déployé.
Voilà. Et donc, ma surface utile va faire peut-être 70%. Allez, on va mettre 2500 mètres. Voilà. Je le fais vraiment au hasard, hein. On va dire qu'on est sur R+3. Non, R+2, pardon. R+3, ça fait 4 niveaux. Voilà. On est en toiture terrasse à 100%. On a, disons, 50 stationnements à l'extérieur. On a des caves. Voilà. Et puis, zéro stationnement en sous-sol. Et là, qu'est-ce que je fais? Je retrouve la même présentation exactement, quel que soit le type de bâtiment, on a toujours la même décomposition. Et je vais avoir mon lot 1 gros œuvre qui va peut-être faire, en encaissement d'ouvrage, j'ai peut-être 50 000 euros. Les fondations représentent 150 000 euros. Mon volume de transition, c'est-à-dire mes caves, les fondations 150 000, c'est un peu fort, je vais mettre 50 000. 150 000 en infra. Mon porteur va faire peut-être 450 000. Voilà. Ma toiture au hasard 200 000. Alors ma structure, c'est ma dalle haute en fait, c'est la dalle du toit, je la mets à 100 000. Et puis je vais avoir mon système d'étanchéité, pareil, à peut-être 120 000. Ensuite, mes remplissages d'ossature, j'en ai pas, on va dire que je suis monté en voile, par exemple. Par contre, je choisis un traitement de parents extérieur en ITE, donc un traitement de parents verticaux avec un enduit sur ITE, par exemple, pour 250 000. Je dis vraiment les chiffres tout à fait au hasard. Mes cages d'escalier font, alors j'en ai 3 en bande, mettons 3 fois 70 000, 3 fois 7, 21, 210 000. Et puis mes cloisonnements intérieurs, je ne sais pas, le lot fait disons 100 000. Mes baies intérieures, j'ai les portes intérieures de circulation des parties communes et des logements pour, disons, 130 000. Voilà. J'ai pas de traitement intérieur, quoique j'ai l'isolation par l'extérieur, donc j'ai peut-être des voiles en béton que je vais traiter. Donc j'ai 50 000 dans l'IGS. Après, j'ai un peu de soldure parce que j'ai du carrelage dans les pièces humides, donc je vais mettre 50 000. Je suis vraiment au hasard sur les prix, hein. Pour le reste, c'est, disons, du sol souple dans les logements. Donc, voilà, pas de parquet. Les plafonds sont bruts. On va dire qu'ils sont bruts, qu'ils sont juste peints, j'ai pas de faux plafond. Conduits et gaines, donc j'ai 3 fois 20, 3 fois 30 000, allez, 90 000 pour le cage d'escalier. La plomberie, disons, pareil, 80 000 au hasard. Vous voyez, je fais une saisie tout à fait au hasard pour arriver au bout. L'électricité, 110 000. J'ai 3 ascenseurs sur 3 niveaux, donc 180 000. Ouais, allez, on va dire ça. Peinture, donc c'est beaucoup. Peut-être qu'il y a autant. Voilà. J'ai mes placards incorporés dans les appartements, donc j'ai, je sais pas, 500 euros par placard par appartement, fois 500 fois 30, 15 000. Voilà. Et puis, comme j'ai construit mon immeuble sur un terrain légèrement incliné, j'ai dû terrasser la plateforme à hauteur de 25 000 euros, par exemple. Je n'ai pas de fondation profonde parce que mon sol était sain, donc je n'ai pas de fondation spéciale d'aucun ordre. Par contre, le bâtiment se trouve un petit peu en retrait de la voie. Mes points de livraison sont éloignés. J'ai des réseaux à l'extérieur pour 78 000 euros. Et puis, je fais un peu de paysager. Bon, d'abord, j'ai mes stationnements en surface à aménager.
des cheminements piétons, 2-3 bacs de plantation, un peu d'espace vert. Donc, j'ai, je ne sais pas, 150 000 euros d'aménagement extérieur. Voilà. Alors, information importante, mes installations de chantier vont en B1. Donc, les installations de chantier que j'ai mises aux gros œuvres, ça va faire, je ne sais pas, 20 000 euros. Donc, je vais passer ici à 45 000. Voilà. Et je n'ai pas d'équipements spéciaux. Voilà. Là, j'ai tout fait sur un seul et même lot. Donc, je ne vais pas l'appeler gros œuvre, je vais l'appeler entreprise générale. Voilà. Je valide. Et ma fiche est prête. J'ai donc ma démo qui est ici en Méditerranée. RT 2012, moins 30%, label BBC, l'indice, etc. Donc j'ai un ratio très compétitif de 900 euros par mètre carré de plancher. Voilà. Et puis, je n'ai qu'un seul lot ici. Mais je peux très bien dire que j'ai un lot supplémentaire ici, par exemple, électricité. Voilà. Et je crois que j'avais mis, je ne sais plus combien j'avais mis, environ 80 000 euros. Je vais le mettre ici en électricité. 80 000 euros. Voilà. Je valide. Je vais modifier mon lot entreprise générale en supprimant l'électricité que j'avais mise ici parce que c'est plus chez l'entreprise générale. Bon, c'était un peu plus. OK. Voilà. Et je retrouve la même fiche, mais cette fois-ci avec deux lots, parce qu'il se trouve que mon coût total de travaux se décomposait en deux marchés de travaux, une entreprise générale et une entreprise d'électricité. J'avais donc deux contrats, deux DPGF ou deux décompositions, et j'ai ventilé mes sommes pour un coût total de 2 588 000 avec mes ratios. Et ce qui est intéressant, c'est de voir la répartition des coûts ici. Vous voyez, on a la part d'infrastructure, la part de superstructure, la part des équipements structuraux et organiques et la part des aménagements du site. Alors, bon, le fonctionnement est globalement le même hein, que sur une maison. J'ai vu ta question, hein, Nicolas, j'y reviens à la fin. Ce qu'il faut dire peut-être, Ludovic, là, Oui, on va dire enfin, là où c'est différent de la maison individuelle, c'est qu'on peut s'appuyer sur l'économiste du projet pour aussi tout remplir à fait. et, via une Et clause. je Est-ce que tu voulais, peux nous expliquer tout ça, s'il te plaît? oui, je voulais y venir. Alors, quand on est maître d'ouvrage, que l'on délègue la conception et la direction d'exécution à un tiers, on a l'opportunité effectivement de confier ce travail de saisie au maître d'œuvre ou à l'entreprise générale. Vous pouvez en fait, en accédant à la documentation ici, télécharger une matrice de saisie des lots de travaux sous format Excel que vous voyez là, avec un onglet qui vous explique le processus de saisie, donc pour vous aider à l'utiliser. Et là, vous pouvez, comme vous avez l'habitude de le faire sur une feuille Excel, rentrer vos intitulés de l'eau, vos montants de l'eau ventilés dans la nomenclature ici, c'est la même. Et l'intérêt, c'est que vous pouvez vous reprendre à plusieurs fois et surtout, vous pouvez dans une cellule écrire, sommer les valeurs. Si par exemple, dans un premier lot, je vais zoomer, au titre des revêtements de sol, si par exemple, mon revêtement de sol comprend un ravoirage ou un ragréage, et que ce ragréage, il est chez le gros œuvre, eh bien, quand vous avez la décomposition du prix du marché de gros œuvre, vous allez trouver à un moment donné ragréage et vous allez le mettre ici au poste sol dur, ragréage avant pose de carrelage. Et puis, quand vous arrivez sur le marché de celui qui a le revêtement de sol, les revêtements de sol, vous allez voir qu'il a la pose de carrelage et vous allez revenir dans la même cellule
et vous allez pouvoir simplement faire une addition, écrire égale la somme du ragréage plus la somme du soldure. Ça simplifie la saisie, en fait, parce que vous n'avez pas à chaque fois à refaire une addition sur une calculette à côté pour retaper par-dessus. Vous vous contentez d'additionner au fur et à mesure les coûts que vous constatez sur les différentes pièces de marché, jusqu'à arriver à la somme totale qui s'incrémente automatiquement dessus. Et cette feuille Excel, ensuite, vous pouvez tout bonnement l'importer dans l'application. Donc ça Voilà. répond en partie, je pense, ou peut-être quasiment une question là, qu'il y a sur le chat sur le fait qu'il y ait une API pour l'export des valeurs. Je pense que c'est un peu comme ça Alors, au on féminin, n'exporte pas là, on importe. Hein. On importe, mais voilà. ça- Les valeurs ici restent au sein de Data Collect, c'est-à-dire au sein d'IRIEC. Ce sont des valeurs qu'on ne peut pas. Enfin, nous sommes récipiendaires de données dont nous devons, dans une certaine mesure, conserver la confidentialité. Voilà. Donc, on ne les diffuse pas via des applications d'export. Mais ce qui est intéressant, c'est que les maîtres d'ouvrage qui n'ont pas la ressource, le temps ou la connaissance suffisante pour opérer par eux-mêmes la saisie, eh bien, ils peuvent confier la saisie à leur maître d'œuvre ou à leur entreprise générale via une clause additive au CCTP, en joignant ce formulaire Excel au cahier des charges, et c'est le maître d'œuvre qui s'en charge, ou plus exactement l'économiste de l'équipe de maîtrise d'œuvre ou de l'entreprise générale qui le fera pour vous. Il vous remet ensuite le fichier Excel et vous n'avez plus qu'à l'importer en 3 clics. Voilà. Ok, donc ça c'est intéressant pour bailleurs social promoteurs, enfin ceux qui ont des équipes de maîtrise d'œuvre à disposition. Tout à fait. Si des bailleurs sociaux sont intéressés de procéder ainsi, nous mettons à disposition une clause type du CCTP qu'il suffit d'insérer dans vos pièces. Très bien. C'est bon, merci Ludovic pour la démo de l'outil. Alors, pensez, pardon de te couper, je te rends la parole, mais pensez à demander votre profil d'utilisateur à Savio. Il est là aussi pour assurer le SAV, la hotline. Hein, n'hésitez surtout pas, au moins pour découvrir. Après, c'est un petit peu comme Wikipédia. Wikipédia, on peut consulter sans apporter d'informations. Et puis, si on est convaincu par le procédé, on peut apporter des informations. Sachez qu'ici, si vous apportez des informations, vous créez vos propres statistiques de coûts à mesure que vous renseignez vos opérations. Alors, vous avez les coordonnées de Savio, il les a mis dans le chat tout au début, là, donc vous remontez un peu la conversation. Donc là, si j'ai bien compris, Savio, si après le webinaire, on a envie de se jeter sur l'outil, de remplir 10 000 trucs, on fait quoi? On crée le compte ou on t'envoie un mail? Comment ça se passe? Oui, bonjour. C'est comme ceux qui sont en train de m'écrire dans ma boîte mail. J'ai reçu pas mal une dizaine de demandes de création de profil utilisateur pendant la présentation du webinaire. Mais comme on ne peut pas le faire au même moment, on va procéder aux créations de profils dès que possible. Et vous m'envoyez juste le mail par support@datacollect.fr. C'est géré par Dassault et moi. Sinon, sur Voilà. s.milando@intec.com. Sinon, vous allez directement sur www.datacollect. Il y a un formulaire. Vous saisissez juste avec un message, besoin de création de profil utilisateur. Et nous, par la suite, on procède à la création de profil utilisateur. Ludovic, s'il y a la possibilité de rappeler aussi, s'il y a des dossiers à saisir, alors c'est ça, je voudrais réagir parce que Nicolas a répondu. En fait, en parlant d'export, il parlait bien d'export depuis sa structure vers Data Collect. Autrement dit, d'import dans Data Collect. Mais je lis son message, là, je vois bien. Il explique que lui, il n'utilise pas la même décomposition. Il y a un travail de mapping à faire entre sa structuration des coûts et celle de Data Collect, que ça prend du temps. Alors justement, si ça prend du temps, Intech Service va lancer une campagne de saisie pour le compte de chaque apporteur de données qui n'aurait pas le temps de faire la saisie par lui-même. Donc, je prends le cas de Nicolas Damour qui a des données, qui souhaiterait les apporter, les incorporer à Data Collect, mais qui n'a pas le temps matériel de faire ce travail. Il peut tout simplement rassembler les documents qui contiennent les données de coûts constatés,
transmettre ces documents à Savio. Et Savio ensuite les transmettra à l'équipe qui va être mobilisée, je crois, au mois de mai, si je ne m'abuse, pendant au moins un mois pour faire une campagne de saisie de dossiers. Ça veut dire que en interne, Savio va créer un compte utilisateur Nicolas Damour. Il va affecter il va marquer toutes les données transmises par Nicolas Damour, les confier à une personne à un opérateur qui va faire la saisie, mais il va faire la saisie dans le profil Nicolas Damour, c'est-à-dire qu'il va produire les premières données statistiques de Nicolas. Mais attention, très bien. on a une campagne de saisie au mois de mai et si vous êtes dans cette situation, dans la même situation, c'est le moment il faut saisir l'occasion. Voilà. C'est vrai que bon, ce qu'on ne vous a pas dit au début, déjà, la première chose, c'est que tout ça est gratuit. On ne l'a pas dit, mais c'est le cas. Et que on est encore sur un outil là, qui commence à s'exploiter tout doucement. Donc, on est encore dans l'accompagnement des utilisateurs et on est vraiment au tout début. Ce qui me permet aussi de dire que on travaille aussi beaucoup sur la confidentialité des données. Ça me permet de le répéter. Nicolas a insisté sur ce point et il a raison. Là, je prends plutôt ma casquette, on va dire, représentant des constructeurs de maisons. Nous, c'est vrai que c'est des données très sensibles et sur lesquelles, comme le dit Nicolas, observer la concurrence, c'est vraiment pas l'objet qu'on veut donner à cet outil-là. Donc, on est encore en travail sur le côté confidentiel des données, mais soyez sans crainte, on la garantit, que ce soit pour vous comme pour les autres, et pour éviter cet effet-là. Je ne sais pas si, alors je regarde quand même si... Il y a des questions, là, il y a des questions. Pouvons-nous avoir un compte générique au nom de notre société? C'est une bonne question. Savio, tu as arrêté le partage, là, parce que je ne sais pas comment arrêter le partage d'écran. Le partage Non, est c'est arrêté. arrêté. D'accord, C'est arrêté. Ben, sur la création de profil utilisateur, il suffit juste de m'écrire sur les 2 adresses mail marquées. Sinon, directement sur la plateforme Data Collect, nous allons vous créer le profil utilisateur. D'ici la fin de la journée, pour toutes les personnes qui ont déjà envoyé le mail, je pense que vous allez recevoir un mail de confirmation de votre mot de passe. Les profils seront créés sans problème. Et si vous avez besoin d'être assisté techniquement dès que vous avez un profil, n'hésitez pas de nous écrire sur cette Voilà. adresse mail-là. On est un petit peu débordé. Il y a une chose qu'on n'a pas dite qu'il faudrait peut-être dire. Est-ce qu'on a le temps ou les gens... Rapidement, je pense. Oui. Rapidement. Personne n'a posé la question de la qualité des données collectées. C'est-à-dire, les données n'importe quel utilisateur, ou bien parce qu'il connaît mal la nomenclature, ou bien parce que il le fait à un moment où il est pressé par le temps, peut commettre une erreur dans la saisie de données, mal répartir les sommes, oublier un zéro sur les surfaces, au lieu d'avoir 5000 m², d'en avoir 500, ce genre de choses. Et donc, il est nécessaire d'appliquer un contrôle qualité des données, contrôle qualité entre guillemets, c'est-à-dire de s'assurer, avant d'incorporer les fiches dans les statistiques générales, de s'assurer que ces fiches ne comportent pas d'erreurs grossières. Donc, nous opérons ce contrôle-là avant que les fiches renseignées ne basculent dans le bain des statistiques générales. Voilà. Ce qui peut donc c'est pour ça qu'il y a déjà plus de 200 dossiers, mais tous n'ont pas été vérifiés. Donc, on n'est pas encore sur des statistiques sur un très grand nombre. C'est en train de grossir. Très bien. Savio, excuse-moi, tu n'as pas répondu à la question. Est-ce que la personne peut créer un compte générique de sa structure? Oui. Oui, on peut créer un compte. Suffit juste, c'est la même procédure de la création d'un compte générique ou individuel d'envoyer. Voilà. Merci Céline d'envoyer un mail. Donc, comme disait Ludovic, c'est à travers les référents que nous travaillons ensemble sur les 13 régions. Donc, vous pouvez contacter les différents référents dans les régions. Si vous êtes en Île-de-France, vous connaissez les référents, vous pouvez les contacter. Ils peuvent vous accompagner aussi sur la partie technique. En tout cas, merci. Merci à tous d'avoir pris un peu de temps pour regarder ce webinaire.
là, de toute façon, c'est enregistré, il y aura un replay, si je dis pas de bêtises, qui sera sur la chaîne YouTube de l'Intech. Côté adhérent Pôle Habitat, nous, de notre côté, on va envoyer aussi la présentation, le webinaire, enfin le replay, avec toutes les infos là qu'on vient de donner, un peu pratiques pour ouvrir les comptes, etc. Donc, je sais pas, Ludovic, tu peux peut-être dire un petit mot de conclusion, mais en tout cas, moi, je vous remercie tous de nous avoir écoutés. Non, ben moi, en conclusion, je voudrais juste dire que je suis content de voir que beaucoup de monde s'est connecté. Ça veut dire que les gens sont curieux et ça, c'est encourageant. Donc, je vous remercie beaucoup. Eh bien, il nous reste à vous saluer, vous souhaiter un bon week-end Bon et week-end puis à la prochaine. à la De prochaine. même. Salut. Salut! Salut. Bon week-end.